La France se sert-elle de l'Algérie et du voile de bouc émissaire pour les Français? Entre crise économique, montée de l'extrême droite, humiliation diplomatique, et pourtant c'est l'Algérie qui fait la une. Pourquoi cette obsession? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps dans le débat public en France, l'Algérie. Mais pourquoi est-ce que ce pays occupe autant d'espace médiatique, surtout en ce moment où la France traverse des crises bien plus graves? On va décrypter ensemble ce qui se cache derrière cette focalisation, et croyez-moi, c'est beaucoup plus politique qu'on ne le pense. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis l'été dernier, la France est en crise politique. Le gouvernement François Bayrou est fragile, sans majorité au Parlement, et le président Macron peine à maintenir un équilibre. Sur le plan économique, la situation n'est pas plus reluisante. Dette record à 3 300 milliards d'euros, pouvoir d'achat en chute libre, et morosité économique générale. Et à l'international, la France perd de son influence, notamment en Afrique où un sentiment anti-français a poussé le pays hors de ses zones d'influence traditionnelles, comme au Sahel. Mais malgré ça, un sujet semble capter toute l'attention, l'Algérie. Depuis plusieurs mois, chaque intervention d'un ministre ou du président est ponctuée de questions sur l'immigration algérienne, les reconduites aux frontières ou encore l'accord de 1968. On en vient à se demander, pourquoi l'Algérie prend autant de place dans le débat public? En réalité, l'Algérie est devenue un sujet électoral clé. Pour l'extrême droite et une partie croissante de la classe politique, agiter le spectre de l'immigration algérienne et de l'islam est un moyen efficace de mobiliser l'électorat. Et le contexte actuel leur est plutôt favorable. Prenez Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Cette semaine, il a encore frappé fort en proposant d'interdire le port du voile dans la rue. Oui, vous avez bien entendu, pas seulement dans les écoles ou les bâtiments publics, mais dans l'espace public en général. Le gouvernement lui-même est divisé sur la question. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a menacé de démissionner si l'interdiction du voile dans les compétitions sportives n'était pas maintenue. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, soutient cette interdiction au nom de la lutte contre le séparatisme islamiste. Et pendant ce temps, la ministre des Sports, Marie Barsac, estime que le voile n'est pas un signe d'islamisme radical. Résultat, un pays politiquement divisé et un débat public polarisé autour de l'Algérie et de l'islam. Des humiliations passées sous silence, sauf quand ça vient d'Alger. Autre point frappant, la hiérarchisation des indignations. Quand l'ambassadeur de France au Niger a été assiégé pendant des semaines ou que des gendarmes français ont été plaqués au sol en Israël, les réactions ont été discrètes. Mais dès que l'Algérie refuse l'expulsion d'un de ses ressortissants sans recours à la justice, c'est la crise. On parle même d'une riposte graduée contre Alger. On assiste à un phénomène étrange. Les seules humiliations qui semblent vraiment choquer la classe politique française sont celles qui viennent de l'Algérie. Même sur le plan économique, les relations entre les deux pays sont en jeu. Michel Bizac, président de la Chambre de commerce France-Algérie, met en garde. Si cette escalade continue, les échanges commerciaux entre les deux pays pourraient en pâtir. Et malgré ce climat de tension politique, il insiste sur le fait qu'en Algérie, on ne ressent aucune agressivité envers les Français dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas la seule humiliation passée sous silence. Récemment, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a adressé une remarque cinglante à la France. En réponse à une déclaration de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui réclamait aux Américains le retour de la Statue de la Liberté, elle a déclaré: « Ce politicien de seconde zone devrait se souvenir que c'est seulement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. » Un véritable camouflet qui aurait pu provoquer un tollé en France. Mais étonnamment, cette insulte n'a suscité que peu de réactions. Ce silence contraste avec l'indignation bruyante qui entoure chaque désaccord avec Alger. Comme si l'Algérie était la seule à pouvoir humilier la France, alors que les États-Unis, eux, auraient le droit de donner des leçons d'histoire. Alors, pourquoi cet acharnement? Pour beaucoup, c'est une stratégie politique. En pointant du doigt l'Algérie et en attisant les peurs sur l'immigration ou l'islam, certains partis espèrent détourner l'attention des vrais problèmes. L'économie, la dette, le chômage, ou encore le recul de la France sur la scène internationale. On assiste à une sorte de déplacement du débat public. Plutôt que de parler des véritables défis auxquels le pays fait face, l'obsession pour l'Algérie et le voile islamique sert à mobiliser les électeurs sur des questions identitaires. Et dans une France de plus en plus polarisée, ça fonctionne. En résumé, la France traverse une période de crise profonde. Crise politique, crise économique, perte de poids à l'international. Pourtant, le débat public est monopolisé par l'Algérie, le voile et l'immigration. Pourquoi? Parce que ces sujets sont devenus des outils politiques puissants. L'Algérie est un bouc émissaire idéal pour détourner l'attention des vrais problèmes. Et tant que ce jeu politique continuera, il sera difficile d'avoir un débat serein sur les véritables enjeux qui touchent la France. Et vous, qu'en pensez-vous?
Est-ce que la France est obsédée par l'Algérie? Ou est-ce une simple diversion pour éviter de parler des crises plus profondes? Dites-moi tout en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur la laiterie Soumam qui s'impose comme un acteur clé du secteur laitier en Algérie depuis plus de 15 ans. Avec une stratégie d'investissement et un réseau de collecte étendu, l'entreprise garantit un approvisionnement continu en lait cru et soutient des milliers d'éleveurs à travers le pays. Chaque jour, 700 000 litres de lait cru sont collectés auprès des éleveurs, totalisant 250 millions de litres pour l'année 2024. Ce volume est acheminé vers les unités de transformation grâce à une flotte de 48 camions-citernes en rotation 7 jours sur 7. L'un des atouts majeurs de Soumam, c'est sa répartition géographique équilibrée. Contrairement aux autres acteurs qui se concentrent sur une seule région, Soumam collecte du lait dans tout le pays. 10 fermes modernes ont été créées dans des wilayas clés comme Boussada, Msila, Soukaras, Constantine, Batna, Djelfa, Kenchela et Oumel Bouagui. 54 centres de collecte sont répartis sur l'ensemble du territoire, assurant un acheminement rapide et efficace du lait vers les unités de transformation. Soumam ne se contente pas d'acheter du lait, elle investit aussi dans le développement de la filière. Entre 2009 et 2019, l'entreprise a distribué 16 000 vaches aux producteurs, renforçant leur capacité de production et réduisant la dépendance aux importations. Aujourd'hui, 6 500 éleveurs travaillent sous contrat avec l'entreprise, bénéficiant d'un soutien technique et financier. Grâce à ces efforts, Soumam est devenu un acteur incontournable, structurant une filière qui reste fragile face aux fluctuations mondiales. L'enjeu? Réduire les importations de lait en poudre, stimuler la production locale et garantir un prix stable aux consommateurs. Deuxième actu, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pourrait révolutionner l'économie du continent. Lancée en 2018 et active depuis 2021, elle ambitionne de stimuler le commerce intra-africain, d'industrialiser l'Afrique et de réduire sa dépendance aux matières premières. Aujourd'hui, 54 pays africains ont signé l'accord, mais le commerce intra-africain reste faible. Pourquoi? Un manque d'infrastructures, des réglementations douanières complexes et une bureaucratie pesante. Pour échanger, il faut des routes et des ports. Or, l'Afrique accuse un déficit de 120 milliards de dollars en infrastructures d'ici 2030. L'Algérie investit déjà dans la route transsaharienne Alger-Lagos et une nouvelle liaison entre Tindouf et la Mauritanie. Des lignes maritimes et aériennes sont aussi en projet. Si la ZLECAf est pleinement appliquée, l'Afrique pourrait enregistrer des gains de 58,6 milliards de dollars dans l'agroalimentaire, 165,6 milliards dans l'industrie et 46,6 milliards dans l'énergie d'ici 2045. En clair, un PIB en hausse de 1,2%. Avec un taux de connectivité de 37% seulement, le commerce numérique reste limité. L'Algérie veut changer cela avec 2600 km de fibre optique déjà posés vers plusieurs pays africains. La ZLECAf est une opportunité historique. Mais pour qu'elle fonctionne, il faudra investir massivement, harmoniser les lois et simplifier les échanges. Troisième actu, une plainte inédite vient d'être déposée contre Vincent Bolloré, l'homme d'affaires à la tête d'un empire médiatique et industriel. 11 ONG africaines l'accusent de corruption, blanchiment d'argent et trafic d'influence dans la gestion des ports africains. Son groupe aurait utilisé ses liens avec les élites politiques du Ghana, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Guinée pour décrocher des contrats portuaires juteux. Puis, après avoir engrangé des milliards, il revend sa filiale africaine. Un système que les plaignants qualifient de bien mal acquis inversé. Le collectif Restitution Afrique exige que l'argent accumulé grâce à ces pratiques soit restitué aux populations locales. Une procédure rendue possible par une loi française de 2021 sur la restitution des fonds issus d'activités illicites. En plus de ses activités industrielles, Bolloré contrôle Vivendi, Canal+, Lagardère, des médias accusés de promouvoir des idées réactionnaires, racistes et islamophobes. Son influence ne se limite donc pas à l'économie, mais s'étend au paysage politique et médiatique français. Si la justice française donne raison aux plaignants, c'est tout son modèle qui pourrait s'effondrer. Une affaire qui soulève une question essentielle. Combien de fortunes se sont construites sur le dos de l'Afrique? On termine avec cette actu sur la tendance du Bitcoin sur les marchés. Après avoir atteint 109 000 $ en janvier, le Bitcoin plonge à 83 400 $ aujourd'hui, soit moins 23% en 2 mois. Pour Ki Young-ju, patron de CryptoQuant, le bull market, marché haussier, est terminé. Il prédit 6 à 12 mois de marché baissier. En cause, manque de liquidité et retrait record des ETF Bitcoin Spot, avec 2,61 milliards de dollars sortis fin février. Les ETF Bitcoin Spot, adoptés en masse en janvier, sont désormais dans le rouge. Un ETF, c'est un fonds indiciel qui suit le prix du Bitcoin. Problème? Les investisseurs vendent au lieu d'acheter. Autre facteur clé, le retour de Trump a créé une incertitude économique qui pousse les investisseurs à éviter les actifs risqués, dont le Bitcoin.
D'autres experts tempèrent, cette baisse serait une correction intermédiaire. En moyenne, une chute de 20% en bull market est normale. Le vrai signal? Le halving d'avril 2024. Historiquement, les bull runs s'achèvent un an après, soit fin 2025. Mais attention, tant que l'économie reste instable, les liquidités manqueront. La reprise dépendra des baisses des taux et du retour de la confiance. Alors, simple pause ou début d'un crash? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.